On parle aujourd'hui de la croissance française et des pièges qui nous menacent. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Les pièges, d'accord, mais bon, la Banque de France nous dit quoi? On fera a priori moins 14% de baisse du PIB de 14% au deuxième trimestre. Ça remonte d'autant sur le troisième trimestre. Jusque-là, il n'y a pas de piège là? Oui, alors je regarde un peu plus long terme. Voilà, on parle du plan de relance maintenant, on ne parle plus du plan de sauvetage de l'économie. On aura la rentrée. Effectivement, l'économie a l'air de se reprendre plus vite que ce qu'on pensait. On va peut-être réussir à ne faire que moins 9 de croissance sur l'année. À un moment, on était à moins 11. Et ça vient de ce que la consommation repart assez vite. Ce qui est d'ailleurs logique, puisque finalement, alors certains Français vont très mal. Les intermittents, les intérimaires, les gens qui avaient des CDD au moment de la crise, les jeunes là, qui vont rentrer sur le marché du travail. Et en moyenne, les ménages français ne vont pas mal. Le revenu était soutenu par l'État, il y a eu le chômage partiel. Et puis, ils n'ont pas consommé pendant le confinement, donc ils ont des réserves de cash considérables. Donc, c'est normal. Bon, donc, la consommation repart, ce qui est une bonne nouvelle. On était inquiets qu'il y ait une forte épargne de précaution que nous n'avons pas. Mais ça, c'est quelques mois. Donc, il faut se projeter après. Donc, si on réfléchit à 2021-2022, je vais le dire pour la France, mais enfin, ce que je dis vaut pour tous les pays de l'OCDE, en fait. Il y a 3, peut-être même 4, ce qu'on a appelé pièges. Le piège numéro 1, c'est effectivement une très forte montée du chômage structurel, c'est-à-dire du chômage qui ne redescend pas après. Alors, pourquoi on est inquiet sur le chômage structurel cette fois-ci? Parce que cette crise change complètement la structure sectorielle de l'économie. Il y a des secteurs qui vont très très mal durablement, l'automobile, l'aéronautique, le transport aérien, le tourisme, la distribution traditionnelle, peut-être même les restaurants, les hôtels. Et puis il y a des secteurs qui vont déjà bien, tout ce qui est distribution en ligne, tech, moyens de paiement, agroalimentaire, pharma, santé, etc. Services aux personnes âgées. Enfin, donc voilà. Et donc simplement c'est très compliqué à gérer. Un salarié de Renault qui va perdre son emploi. S'il y a une offre d'emploi pour aller dans une société de services informatiques, c'est pas évident, quoi. Ça va pas se faire aussi simplement que ça. Donc il y a un risque d'inadaptation des qualifications, en fait. Et donc de chômage structurel, c'est-à-dire de gens qui deviennent chômeurs et qui ont du mal à retrouver un emploi parce que leurs qualifications ne correspondent pas aux emplois qui se créent. Deuxième sujet, alors qui est extrêmement central dans les réflexions qu'il faut avoir, c'est la question des entreprises zombies. Juste avant, Patrick, je vous reviens juste sur le point d'avance sur ce chômage structurel des secteurs sinistrés, le fait de pouvoir passer d'un type d'emploi à un autre. La réponse politique, c'est quoi? Oui, je vais le dire après, mais oui, alors faisons ça au fur et à mesure. La réponse, c'est ce que les États envisagent. Alors pour l'instant, c'est dans des déclarations. L'idée, c'est que les gens perdent leur emploi, l'État leur maintient leurs revenus et les forme. En gros, tous les États de la Terre ont décidé de faire ça, enfin au moins en Europe ont décidé de faire ça. Et simplement, c'est facile à dire et pas à faire. On va submerger les systèmes de formation. Les boîtes d'informatique, déjà, disent qu'elles n'arrivent pas à embaucher, qu'il faudrait qu'elles embauchent, qu'elles n'y arrivent pas. Et Air France et Airbus annoncent des licenciements, mais dans certains cas, ça ne va pas être évident. Alors, les ingénieurs de R&D, ils vont trouver assez facilement. Enfin, les salariés qui construisaient des Airbus sur les chaînes, c'est pas complètement évident qu'ils aillent bosser dans les services informatiques. En tout cas, il faut les former. Donc, il va falloir recalibrer les institutions de formation pour qu'elles voient arriver des centaines de milliers de gens qui vont essayer de se requalifier, quoi. Donc et puis il y a des jeunes qui ont fait les mauvaises études, quoi, qui croyaient que c'était une filière avec énormément de débouchés, l'hôtellerie par exemple. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus d'emploi. Donc qu'est-ce qui se passe, quoi, pour ces jeunes qui ont un diplôme qui ne correspond plus brutalement aux emplois qui se créent? Et là encore, la réponse la formation. Donc faut leur dire, faites une année d'études en plus, on va vous donner un revenu pendant cette année d'études pour que vous ayez de quoi vous loger. Dans le plan de relance, il faudra qu'il y ait ça. Oui, il y aura ça, mais il y aura. Mais simplement, le problème, c'est de ne pas être submergé par le nombre, quoi. C'est bien de dire former les gens, mais c'est quand même compliqué. Il faut le faire, quoi. Faut le faire. C'est des trucs très individualisés. Enfin, et donc, si c'est des centaines de milliers de personnes, donc ça, c'est vraiment un sujet. Donc, premier piège. Deuxième piège. Deuxième piège, les zombies. Alors, les entreprises zombies. Alors, les entreprises zombies, c'est un sujet très étudié. C'est une entreprise qui ne survit que parce qu'on lui prête trop et parce qu'elle est, par exemple, subventionnée par l'État pour ne pas disparaître. Et pourquoi elle n'est pas débranchée dans ces cas-là? Alors, elle n'est pas débranchée. Alors, pour une bonne ou une mauvaise raison. La bonne raison, c'est qu'on pense qu'elle va s'en sortir si on la porte pendant un moment. Typiquement, Air France KLM.
Si on pensait qu'il n'y aura plus personne jamais dans les avions, on ne mettrait pas 11 milliards d'euros. Mais il faut soutenir France KLM. Il y a bien un jour où on aura un vaccin, ça reviendra à la normale. Donc oui, voilà, on pense ça. Mais si on pense qu'il y aura définitivement 2 fois moins de personnes dans les avions, on ne le fait pas. Donc là, on pense qu'Air France KLM se renormalisera en 2023-2024. Et donc, on va les porter jusque-là pour qu'ils ne meurent pas. Si les États français et hollandais ne donnent pas 11 milliards d'euros à Air France KLM dépose le bilan, là. Hein, donc, et puis, la deuxième raison, c'est qu'on ne veut pas de chômage, quoi. Les gouvernements sont sous une forte pression des opinions, des syndicats, etc., pour éviter les licenciements, et donc vont maintenir en vie des entreprises, même si profondément ils pensent qu'il ne faudrait pas, mais qu'on le fait. Parce qu'il y a des questions de territoire. Quand vous avez des entreprises qui sont toutes seules à créer des emplois dans des petites villes, on ne peut pas les laisser mourir, quoi. Je crée un désastre sur ce territoire. Non, mais c'est pas aux banques de débrancher, de dire maintenant c'est bon, non, mais les travaux intéressants d'économistes sur les zombies montrent que les banques ont une préférence pour prêter aux zombies. Quoi ? Alors, oui, les zombies, les banques adorent prêter aux zombies. Non, mais c'est pas rationnel, ça. Si, c'est totalement rationnel. On prête pas la PME du coin qui se développe, mais on prête aux boîtes qui vont mal. Les zombies ont un niveau tout à fait anormal de prêt bancaire, parce que si vous êtes une banque et que vous prêtez pas à un zombie, le zombie fait faillite et il faut provisionner le zombie dans vos comptes. Et il y a la paume. Tandis que si vous prêtez pas à une très bonne entreprise, vous dites de toute façon elle va trouver un autre banquier et de toute façon elle est résistante. Donc pour éviter ce raisonnement-là, il est hallucinant. Pour éviter, oui, mais c'est plein de travaux de la BRI qui montrent que les banques ont une préférence pour prêter aux zombies. La Banque des règlements internationaux. Voilà, et puis il y a des travaux d'économistes américains là, qui donnent les mêmes résultats. Et alors, le problème des zombies, alors on a 14% de zombies avant la crise du Covid, on ne sait pas combien... En France ? En France, oui, à peu près. On ne sait pas combien on en aura après, peut-être 20, 25, 30%, je ne sais pas. Il y a des chiffres, il y a parfois des gens qui citent des chiffres beaucoup plus élevés. Mais là, vous remettez en cause les prêts garantis par l'État. Alors après, oui, alors je doute un mot pour dire que quand on a plein de zombies, on n'a pas de croissance, hein, parce que le zombie n'investit pas, ne se développe pas, ne fait pas de formation, n'innove pas, il survit, quoi. Hein. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut avoir le courage, mais j'ai entendu Bruno Le Maire dire qu'il aurait ce courage, hein, donc ce n'est pas forcément du rêve, de ne pas sauver tout le monde, quoi. On ne peut pas sauver tout le monde. Si on sauve tout le monde, on fabrique plein de zombies. 2, il va falloir traiter la question de la dette des entreprises. Alors, on parle de la France, mais ce que je dis est vrai dans tous les pays, hein, y compris en Chine. Le fameux mur de la dette. On a quand même... les entreprises, cette année, vont en moyenne prendre une dette supplémentaire représentant une année d'EBITDA. Donc une augmentation colossale de l'endettement qui va les pousser à ne plus investir, ne plus embaucher, ne plus monter les salaires pendant plusieurs années si on ne fait rien. Donc il faut traiter la dette. Alors traiter la dette, il y aurait une méthode assez violente qui serait de l'annuler en faisant jouer la garantie de l'État. Bon, c'est un peu violent, mais je trouve que ce serait pas mal, mais c'est un peu violent, quoi. Ouais. Et puis il y a des entreprises ça fait une pompe de 10%. Et puis ça fait beaucoup aussi d'effets d'aubaine, parce qu'il y a des entreprises qui ont pris des prêts avec garantie de l'État, et en réalité, est-ce que c'était moins cher qu'un prêt normal, mais qui n'était pas en difficulté, quoi. Et puis deuxième possibilité, c'est de transformer cette dette en fonds propres, hein, ou en quasi-fonds propres, histoire que ces entreprises se capitalisent au lieu de s'endetter. Parce que vous voyez... Pourquoi j'en reviens au point du départ. Enfin, on a une grosse asymétrie entre les ménages et les entreprises. Pendant cette crise, les ménages ont constitué des réserves de cash. Pendant cette crise, les entreprises ont brûlé du cash. Hein, donc elles ont moins de fonds propres et davantage de dettes. Quoi. Hein, donc les deux sont allés dans le mauvais sens. Quoi. Donc ça, c'est 2. Et 3, il ne faut pas amplifier nos problèmes de descente en gamme des emplois. Parce qu'on va perdre des emplois dans l'aéronautique, l'automobile, le transport aérien, et c'est plutôt des emplois bien qualifiés, sophistiqués. Alors on va créer un peu d'emplois qualifiés, probablement dans l'informatique, dans la pharma, mais au global, mais on risque de créer beaucoup d'emplois peu qualifiés dans les services à la personne, dans la sécurité, dans le transport, dans la logistique, ce qui amplifie la tendance qu'on a depuis 20 ans, qui est la transformation des emplois intermédiaires en emplois bas de gamme. Donc il faut remonter le niveau de gamme des emplois. C'était déjà un problème tout avant, l'enjeu, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Oui, et tout l'enjeu politique industriel, quoi, hein, qui est clairement aujourd'hui. On ne peut pas relocaliser des emplois bas de gamme en France. Regardez l'automobile. 1 heure de travail, toute charge sociale comprise en Roumanie, c'est 9 €. En France, c'est 38 €. Si vous ramenez en France une voiture faite en Roumanie, juste, elle est invendable, quoi.
Donc on voit qu'il faut ramener des choses, donc il faut effectivement relocaliser mais des choses assez sophistiquées et qui en même temps remontera le niveau de sophistiqué dans lequel il n'y a pas autant de capital humain, il y a aussi beaucoup de robots. Hein, oui, ça oui aussi, hein. mais l'important c'est d'abord de recréer des emplois sophistiqués puisqu'on va en détruire. Et puis, c'est de créer du revenu. L'industrie, on n'attend pas de l'industrie qu'elle amène le plein emploi, parce que ce sont les chômeurs n'ont pas les qualifications qui leur permettent d'aller dans l'industrie le plus souvent. On attend de l'industrie qu'elle crée du revenu, ce qui permet ensuite de créer des emplois ailleurs. Voilà. Voilà les 3 pièges. Donc, le chômage structurel avec une inadéquation des qualifications, les zombies, si on sauve tout le monde, avec plein d'entreprises qui vont mal et trop endettées, et puis la poursuite de la descente en gamme des emplois. Voilà. Ça, c'est bien intégré par ce nouveau gouvernement. Alors, je suis convaincu que oui. Je pense que réellement, tout le monde est d'accord sur cette analyse. Oui, c'est quelque chose qui me paraît... À nouveau, c'est facile. Après, pour moi, oui, pour l'économiste de bas comme ça, c'est facile. À dire. Après, à dire. Alors après, former... si on prend 3 points de taux de chômage, ça fait 1 million de personnes, quoi. Donc s'il y a 1 million de personnes qui demandent une requalification, on submerge nos organismes de formation. Donc entre le dire et le faire, ils ne sont pas outillés pour accueillir 1 million de personnes en quelques semaines qui cherchent une requalification, quoi. Donc entre le dire et le faire, il y a une distance absolument colossale. Et puis quand vous avez une entreprise qui va très mal et vous dites... sous-traitant de rang 2 de l'automobile, la probabilité qu'ils s'en tirent est de 0, mais c'est 30% des emplois dans la petite ville où ils sont. Vous faites quoi? Donc la réalité de terrain, elle est vachement plus compliquée que le discours des économistes. Il faut le rappeler, c'est bien de le rappeler. Oui, je vais me le rappeler. Allez, merci beaucoup, Patrick. Merci, David.